Eh bien, bon retour à tous pour cette deuxième partie de la 35e conférence des CLI. Si vous n'arrêtez pas de parler, je vais parler encore plus fort. Cet après-midi, on va parler culture de risque sous l'angle de l'analyse, mais aussi des expériences de terrain. Première table ronde, s'il vous plaît, avec un coup de projecteur sur des expériences internationales. Vous pourrez notamment entendre des experts en sécurité et en gestion du risque venus du Canada, de l'OMS, qui vont nous partager leurs approches. Fabienne Cadenat, qui est directrice conseil de Verian, Kantar Public, il y a encore quelques jours, viendra vous partager l'état de l'opinion avec 7 questions, s'il vous plaît, un petit peu de calme, merci. La population se sent-elle prête? Et puis au cours d'une deuxième table ronde, vous aurez connaissance de démarches territoriales inspirantes mises en place en France pour informer et impliquer les habitants, les élus, mais aussi les chefs d'entreprise. Et Frédéric Lemarchand viendra conclure cet après-midi avec les enseignements qu'il en a tirés avant d'entendre les mots des représentants de l'ANCLI et de l'ASN. Tout au long de l'après-midi, comme je vous le disais ce matin, notre facilitateur graphique, dont vous avez peut-être vu le chef-d'œuvre en quittant la salle, Frédéric de Bailleul, va nous livrer son regard à l'issue de chaque représentation. Et vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions par le biais du numéro SMS que vous connaissez maintenant, qui est un numéro gratuit, et toutes vos questions auront des réponses. Et bien évidemment, nous prendrons également des questions en salle à l'issue de chaque présentation. Mais avant cela, l'homme qui va conclure cet après-midi est déjà là. Frédéric Lemarchand, bonjour. Vous êtes directeur du Centre de recherche sur les risques et les vulnérabilités à l'Université de Caen, en Normandie. Qu'est-ce qu'une bonne culture du risque ? Merci, vaste question. Je crois que j'avais 20 minutes. Je croyais que j'avais 20 minutes et en fait je n'ai que 10 minutes puisque le temps d'échange dans le débat démocratique est un moment essentiel. Alors, je remercie juste les organisatrices et organisateurs de cette conférence de m'avoir invité. Je vais essayer, c'est un défi quand même pour la pensée, en 10 minutes de donner quelques éclairages et surtout quelques idées, quelques concepts pour rénover l'approche du risque. Alors, la réponse, elle est un peu ambiguë. Il y a à la fois évidemment de bonnes raisons de s'intéresser au risque, mais qu'est-ce que le risque calculable et est-ce qu'on peut le dépasser? Moi, ça fait une trentaine d'années que je travaille. J'ai commencé par suivre les conséquences humaines de Tchernobyl dans les années 90, et puis j'ai participé aussi aux travaux de la CLI de Flamanville, dans le Nord Cotentin, à l'époque de la crise déclenchée par la publication d'une étude épidémiologique dans les années 95 dans ce département. Et puis ensuite, j'ai continué à travailler évidemment sur les risques et les vulnérabilités. C'est l'objet du laboratoire que je dirige en sciences humaines, je précise, en sciences humaines. Alors voilà, moi l'idée que j'avais aujourd'hui, c'était de vous proposer de sortir du concept de risque calculable pour ouvrir d'autres horizons qui peuvent faire l'objet d'une mise en démocratie des questions techniques et environnementales. Voilà, c'est tout un programme, c'est celui en gros des humanités environnementales et des sciences humaines. Pour aller à l'essentiel, je crois que le concept du risque, il émerge, donc il est inhérent à la pensée moderne. Le risque est une élaboration, on va dire, intellectuelle, statistique. C'est l'expression calculable de l'indéterminé, voilà, de ce qui arrive et de ce qu'on n'arrive pas à maîtriser immédiatement ou de ce qu'on ne connaît pas. Donc on va calculer des occurrences. Certains, évidemment, travaillent sur ces questions et peut-être tous les jours dans la salle. Le risque se définit comme un produit, donc celui de l'aléa, de ce qu'un nombre de chances qu'un événement a de survenir, et une vulnérabilité, alors pas au sens où je vais le définir tout à l'heure, mais disons une valeur, un coût qui est affecté. C'est ce qu'on perd en quelque sorte quand l'accident ou l'aléa se réalise. Cette vision des choses, parce que ce n'est qu'une vision des choses parmi bien d'autres possibles, c'est une manière de regarder le monde qui arrive, et en particulier le monde technique, a pris son essor dans les années 80. Naissance des CLI, publication d'un certain nombre d'ouvrages majeurs, la Société du risque d'Ulrich Beck, et Ulrich Beck nous dit ceci: la question de la répartition des ressources, désormais de la production des richesses, est indissociable d'une pensée de la production des risques calculables, encore une fois. Et ce qui m'a paru, pour avoir travaillé à la fois à Tchernobyl, à Fukushima et sur des situations de risque nucléaire en France, intéressant, c'est de montrer peut-être combien
cette manière de penser, quand elle devient une manière unique, quand elle détient le monopole de l'évaluation donc d'une situation, peut être même une manière de produire des accidents ou de les favoriser. Voilà, je vais aller jusque-là. Donc, il faut que j'assume maintenant mon hypothèse. En 5 minutes, ça va être très difficile. Je prends toujours 3 exemples, 4. Celui du 11 septembre. Comment penser la sûreté nucléaire après le fait qu'on ait découvert qu'un avion de ligne pouvait être effectivement un missile, transformé en tout cas dans une sorte de réversibilité négative, devenir une arme. Et le 11 septembre a bien des égards comme ça montré comme un retournement, à la fois révélation, retournement de situation. Retournement en grec, ça se dit catastrophé. Et donc après le 11 septembre, on découvre que les installations nucléaires de base sont devenues effectivement des cibles potentielles extrêmement fragiles qui étaient protégées par un credo, celui de la gestion des risques, qui disait en gros, comme les installations ne sont pas sous les couloirs de ligne, il existe moins d'une chance sur 1 million, donc une chance devenue négligeable qu'un avion de ligne tombe sur une centrale ou une installation. Deuxième exemple, moi je m'étais intéressé aux piscines évidemment de refroidissement des déchets de la Hague à Flamanville. Deuxième exemple, la centrale du Blayais, la tempête de 1999. Je prends des exemples qui sont très connus, évidemment, où on se retrouve aussi dans une situation où la manière de saisir ce qui pourrait advenir à travers le calcul a montré ses limites. Et là, on est passé, comme disent les anglo-saxons, near miss, tout près quand même d'un accident majeur. On pourrait aussi citer l'exemple, bien sûr, de Tchernobyl, où là, on pourrait dire que l'imagination a été totalement dépassée par ce qui s'est produit et que la série éponyme a révélé il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à un accident fortuit, mais à un essai, une expérimentation qui a d'une certaine manière mal tourné. Mais surtout, l'exemple qui m'intéresse, c'est Fukushima, où on a retrouvé, après l'accident, ou exhumé la mémoire de l'existence d'une plus de 150 stèles laissées par les anciens qui, effectivement, étaient des messages d'alerte à destination des contemporains pour dire ne pas construire en dessous de cette limite, c'était 20 mètres je crois, il y a des risques de submersion. Et la centrale a été submergée par une vague de plus de 10 mètres et les digues faisaient un peu plus de 6 mètres dans mon souvenir. Donc mauvais calcul, mauvaise appréhension et voilà, le pire est arrivé. Alors la question est la suivante, évidemment. Le credo de la maîtrise des risques est essentiel en même temps dans l'industrie, c'est-à-dire que je ne vois pas très bien comment on pourrait s'en passer, mais peut-être faut-il lui adjoindre une autre manière de raisonner ou de voir les choses. Et en particulier, à partir du moment où cette discipline de l'ingénieur, et encore une fois l'ingénieur a des bonnes raisons de réaliser ce qu'il réalise dans l'appareil technique, mais quand on appréhende la question de la société, on ne peut plus l'appréhender comme ingénieur. C'est pour ça qu'on a inventé les sciences humaines il y a 100 ans. Et la sociologie, c'est-à-dire que la question de la culture du risque ne vaut que pour les gestionnaires du risque, mais dès qu'on essaie de franchir le pas de la société civile et de faire entrer en culture d'une certaine manière, entrer dans la culture, c'est-à-dire dans l'usage, le quotidien, les systèmes de référence, de perception, les valeurs, etc., ça ne marche plus. Et ça fait des dizaines d'années que les exploitants se cassent le nez sur ce problème, pas simplement dans le domaine du nucléaire, mais aussi dans le nucléaire. Donc ça, c'est des choses que j'ai plutôt étudiées dans le détail. Et moi, ce qui m'apparaît, c'est que la question du risque est donc une expression abstraite et, mathématique, qui ne correspond à aucune expérience du monde vécu. C'est-à-dire que la mère de famille qui va traverser la rue n'a pas besoin de faire un stage de gestion des risques pour prendre la main de son enfant. Cette question de la vulnérabilité et de l'expérience du fragile, du vulnérable, elle traverse toutes les cultures et c'est ce que nous apprend l'anthropologie. Il y a 1000 manières de répondre à cette question, de savoir comment accepter l'aléa. Il y a un point de bascule en Europe, c'est la catastrophe de Lisbonne, 1755, où on va passer d'une interprétation divine alors Lisbonne, c'est une sorte de Fukushima, c'est un tremblement de terre, tsunami, incendie, 70 000 morts, enfin voilà, c'est vraiment un grand désastre. Et un débat va s'installer en Europe pour savoir quel sens donner à cet événement. Les uns disent, Leibniz et donc plutôt Voltaire, c'est un châtiment divin, voilà, c'est une sorte de mise à l'épreuve. Et Rousseau va inventer, je le fais court, la science du danger, et dire mais si on n'avait pas construit les maisons aussi près les unes des autres et les unes sur les autres, les conséquences auraient été moindres, voire nulles. Il convoque
le principe de précaution. Donc une manière, je pense, d'envisager cette question du risque, donc c'est-à-dire ce qui arrive. Je rappelle qu'en grec, rhiziko, c'est ce qui coupe la coque du navire. C'est-à-dire que ce n'est pas le risque hypothétique, calculable, c'est quelque chose qui peut, au fond, advenir ou ne pas advenir, c'est le danger. Voilà. Et je pense qu'il faut resubstantialiser le danger. Un cœur de réacteur nucléaire, un tas d'ammonitrate à AZF, etc. Ce n'est pas un risque calculable et hypothétique, c'est d'abord un danger. Il y a quelqu'un qui a résumé ça très bien, et je vais le citer de mémoire, c'est le regretté Paul Virilio, qui, dans l'ouvrage éponyme « Ce qui arrive », disait, au fond, quand on invente le navire, on invente le naufrage. Quand on invente l'automobile, on invente le carambolage. Quand on invente l'avion, on invente le crash aérien. Quand on invente la centrale nucléaire, on invente Tchernobyl, Fukushima, etc. C'est-à-dire que l'accident est contenu dans la substance. Voilà. C'est une manière de penser, moi qui ai pas mal accompagné Jean-Pierre Dupuy, le philosophe et polytechnicien, dans la construction de sa pensée de ce qu'il a appelé le catastrophisme. Je pense qu'on aurait intérêt à essayer d'élargir, je ne dis pas d'opposer le calcul des risques et une autre manière de penser, mais plutôt de les articuler. Et ce serait peut-être au fond le rôle d'Ecli, c'est-à-dire de chercher des lieux de rencontre entre une pensée du risque calculable, encore une fois, qui est essentiel quand on construit un bâtiment comme celui-ci, on calcule les contraintes de charge, etc. C'est normal. Mais on ne peut pas s'arrêter à cette pensée. À chaque fois qu'on a essayé de s'arrêter à ce mode d'appréhension de ce qui arrive, on a laissé survenir des accidents majeurs. Alors du côté de la vulnérabilité, j'ai parlé de l'expérience du monde vécu, on est du côté du sensible, on est du côté aussi de l'éthique, et peut-être je vais embrayer sur trois auteurs que je convoquerai très rapidement, mais que j'aime beaucoup, qui ont un petit peu maillé comme ça ma pensée. Entendez bien aussi qu'à partir des années 80, les risques deviennent des risques collectifs, des enjeux collectifs. On passe du risque individuel au travail à des risques collectifs. J'ai travaillé aussi sur les biotechnologies, sur tout un tas d'objets qui se ressemblent un petit peu, j'allais dire, par affinité. Et quelque chose de nouveau s'est produit. Et j'ai pris Tchernobyl vraiment comme un point de bascule. On rentre à ce moment-là dans le domaine de l'irréparable. Le risque, c'est aussi ce qui renvoie en général à l'accident. Accidere en latin, c'est ce qui survient, c'est-à-dire la chose se produit et on répare, on indemnise, etc. Avec les risques aujourd'hui majeurs, on pourrait parler du climat, vous voyez, on n'est plus dans cette situation. On est dans un scénario qui est plutôt de l'ordre d'un processus qu'il faut accompagner. Alors le climat, je vais laisser de côté, c'est encore quelque chose de plus large et plus spécifique. Mais pour ce qui est du risque industriel, je pense majeur, une pensée de la catastrophe et de la vulnérabilité qui est mobilisée par la société civile. Ça, j'aurai pas le temps évidemment de le démontrer, mais la pensée de la vulnérabilité, c'est le monde vécu, l'expérience contre le calcul, l'éthique contre la maîtrise, parce qu'après tout, le risque, c'est aussi un imaginaire de la modernité qui nous pousse toujours en avant, à aller toujours plus loin dans la gestion et la prise de risque. Et la question de l'éthique, je crois, aujourd'hui, c'est une manière aussi de poser, il me semble, nécessairement des limites. On va se les poser avec le climat, l'énergie. Je travaille plutôt sur la sobriété énergétique aujourd'hui, mais je pense que dans le domaine technique, il faut aussi que des lieux puissent accueillir ces questions. Je ne dis pas qu'il faille répondre d'emblée à ces questions. Personne n'a la réponse. La réponse peut venir, évidemment, d'une sorte d'alliance entre science et société. Mais je terminerai donc par trois auteurs que j'affectionne particulièrement. Donc je vais citer trois phrases très rapidement et ça va peut-être ouvrir des portes dans l'esprit. Le premier, c'est Günther Anders. Günther Anders, c'est un philosophe qui a écrit, peut-être un des premiers sur la bombe atomique dans les années 50, mais qui s'est beaucoup intéressé à la technique, et il avait écrit ceci, qui a servi de base notamment à l'élaboration du travail de Jean-Pierre Dupuy, qui a été beaucoup vulgarisé. Il dit ceci: nous savons, mais nous ne croyons pas ce que nous savons. Anders nous dit au fond ce que nous avons développé. Il pense évidemment à l'expérience de la bombe qui a sidéré littéralement les commentateurs à l'époque. Nous fabriquons des objets qui sont plus grands que nous-mêmes, nous, humanité. Nous sommes littéralement aujourd'hui dans cette situation. Donc, première idée, qu'est-ce qu'on fait de cette question? Et puis il dit aussi, nous ne sommes pas en imagination et en sentiment, je dis bien en imagination et en sentiment, à la hauteur de ce que nous produisons. Je travaille aujourd'hui sur le transhumanisme, la conquête spatiale, etc. Donc voilà des sortes de méta-objets qui nous mettent au défi toujours d'imaginer
Mais comme peut l'être une installation nucléaire nous met toujours au défi d'imaginer ce qui pourrait se produire. Enfin, comme n'importe quelle installation nucléaire à risque ou Seveso. Le deuxième auteur qui lui emboîte le pas, c'est Hans Jonas, qui est l'auteur du principe responsabilité dans les années 70. Donc 20 ans plus tard, c'est un ouvrage phare qui va essayer de fonder une éthique pour les sociétés technoscientifiques. Et Jonas propose un chemin qui intéresse beaucoup la société civile, les associations et les sociologues, c'est de partir des peurs. C'est ce qu'il appelle l'heuristique. Heuristique, ça veut dire qu'il produit des bonnes connaissances. Il dit il faut partir de nos peurs pour savoir ce à quoi nous tenons vraiment et ce qui nous menace. Bon, il essaie de montrer le chemin. Sa démonstration n'est pas encore complètement aboutie. Elle a été ressaisie par Jean-Pierre Dupuy 20 ans plus tard, dans les années 90. Jean-Pierre Dupuy écrit donc Le catastrophisme éclairé, pour un catastrophisme éclairé, qui reste un ouvrage de référence, écrit encore une fois par un polytechnicien philosophe, donc lui avait la double culture, et sa pensée du catastrophisme, c'est d'essayer de sortir du concept de risque qui est finalement déresponsabilisant, qui est, encore une fois, qui tire vers l'abstraction et qui ne nous permet pas de croire réellement à la survenue de ce qui va se produire. Et donc il essaie de donner, on pourrait dire, une ontologie, une existence réelle à la menace qui est inscrite dans le futur, dans le devenir de n'importe quel objet technique finalement, ou n'importe quelle société aujourd'hui, et d'opérer de la sorte une sorte de boucle rétroactive entre ce futur, alors on est un petit peu dans l'imaginaire, j'allais dire presque de la science-fiction, de donner une ontologie, une réalité, et non pas une expression purement statistique à ce qui va se produire. C'est ce qu'on essaie de faire avec le climat aujourd'hui, à travers des scénarios, qu'est-ce qui va se passer à 3 degrés, à 4 degrés, réellement, et en essayant de montrer la complexité systémique de ces enjeux. Qu'est-ce que devient une société quand elle est confrontée à une pénurie agricole, des sécheresses, etc. Donc ce travail-là, il faut le faire aussi avec le risque technique, et de boucler avec le présent qui est le futur passé. Notre présent, au moment où je vous parle, ce sera le passé demain, après-demain, etc. Et ce sera peut-être le temps de la décision. C'est-à-dire ce passé qui, en fait, vous avez compris que cette boucle, elle n'a pas de fin, elle traverse le temps, et qu'on doit opérer donc un aller-retour permanent entre le sort des générations futures, je vais le dire comme ça, il reprend le concept de Jonas, c'est la question de la responsabilité. Qu'est-ce que nous allons faire et léguer à nos enfants, et dans le présent, prendre les bonnes décisions rétroactivement dans cette boucle temporelle pour faire en sorte, et c'est là la difficulté de sa pensée, que la catastrophe ne se réalise pas. Mais je pense que nous avons un problème général. Il concerne à la fois le risque technique et industriel, mais aussi l'ensemble du risque environnemental, à donner, à donner suffisamment de substance à la catastrophe qui va se produire. Et là, vous voyez, c'est plus un calcul simplement, c'est pas un problème d'occurrence ou de calcul des risques, c'est un problème de scénarisation, de futurible. Et peut-être que les auteurs de science-fiction, de littérature, de cinéma aujourd'hui sont peut-être devenus finalement plus éclairants que les ingénieurs derrière leur modélisation, aussi complexe soit-elle. C'est pour ça peut-être que le gouvernement a appelé la red line, je crois, des auteurs de science-fiction pour dire au fond qu'est-ce qui pourrait se passer demain avec le terrorisme, avec voilà. Donc scénariser, et là on retrouve l'expérience du monde vécu. Et je termine là-dessus, peut-être ma très courte... Ça y est, on est dedans, là. Non, mais surtout, vous avez des questions qui vous attendent, des questions de la salle. Ce qu'on a essayé d'imaginer à Tchernobyl, justement, c'est de rendre compte, pas simplement, évidemment, de problèmes calculables de santé, d'épidémie, d'occurrence, mais qu'est-ce que c'est que, concrètement, dans l'expérience quotidienne, dans la psyché, dans l'expérience collective, que de vivre l'expérience d'une catastrophe nucléaire. Voilà, j'ai transposé ce travail avec mes collègues dans le Nord-Cotentin en disant, au fond, c'est quoi de vivre à côté d'une installation nucléaire, j'allais dire dans l'attente de la catastrophe. Cette dimension, elle est très présente, je pense que certains m'ont très bien suivi, dans l'attente de ce qui pourrait ou de ce qui va se produire. Vous voyez, bon, ma conclusion, elle est simple, on a besoin de toutes les disciplines, évidemment, pour penser ces problèmes, et les CLI, qui peuvent être aussi des sortes de tiers-lieux aujourd'hui,
voilà, tendre un petit peu vers la transformation en espace de mise en démocratie de ces questions. Je vais développer tout ça peut-être dans ma conclusion un peu plus tard, hein, mais pourrait jouer un rôle essentiel dans les territoires. Je pense que vous avez un peu discuté de ça ce matin, hein, pour l'accompagnement de ce processus, hein, de mise en démocratie des questions de risque ou de vulnérabilité technique. Alors, il y a une question qui vous rejoint par SMS. Comment faire entendre le langage des sciences humaines aux ingénieurs? Les deux langues peuvent-elles se comprendre? Alors, je sors d'un grand colloque organisé à Caen sur les sciences participatives la semaine dernière et d'un autre au centre de Cerisy sur la même question il y a un mois. Il y a plusieurs manières de répondre. D'abord, l'éducation. Hein, on a enfermé les filières, les chercheurs dans des trajectoires individuelles, monodisciplinaires, etc. Donc moi je me bats dans les outils qui me sont donnés, par exemple une maison des sciences humaines à Caen, il y a 19 maisons des sciences humaines en France, pour créer des transversalités, développer de l'interdisciplinarité et même de l'intersectorialité. Moi, je travaille depuis 30 ans avec des ingénieurs, des médecins, des biologistes, etc. Parce que quand on travaille sur les virus, les OGM ou les déchets nucléaires, on ne peut pas le faire à partir de nos disciplines simplement. Donc il faut s'acculturer, c'est du temps, c'est de l'énergie. Et donc je pense qu'il faut effectivement former maintenant dans les écoles doctorales, voilà, je ne dis pas qu'il faille le faire systématiquement, mais donner la possibilité aux institutions de formation de pratiquer l'interdisciplinarité. C'est tout bête, mais ça veut dire qu'il faut changer aussi les critères d'évaluation. Moi, je suis évalué dans ma discipline sur des séries de publications, etc. Donc, il faut changer évidemment les règles du jeu. C'est difficile et c'est compliqué. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres lieux où on pourrait répondre à cette question et je pense dans l'exercice de la mise en démocratie. Je parlais des CLI comme tiers-lieux. Hein, je travaille beaucoup avec les CCSTI, les centres de culture scientifique et technique, comme la Maison des Sciences à Paris ou le Dôme en Normandie, que certains connaissent peut-être. Il y en a un certain nombre en France et ces lieux peuvent être expérimentalement. Il faut travailler, il faut tester aujourd'hui des lieux de rencontre, de traduction entre le langage de l'ingénieur et le langage des citoyens et des publics, qui n'est pas d'ailleurs un langage univoque. Voilà. Donc le travail, il doit se faire des deux côtés. C'est pas simplement à la société civile de s'acculturer au risque et à la technique. Hein, ça a été la vision diffusionniste des années 80. C'est aussi aux ingénieurs de s'ouvrir aux sciences humaines. Mais encore une fois, ça peut passer par la formation. Alors, on avait une autre remarque qui, je pense, vous rejoint. Parler des risques, c'est bien, mais parler des dangers, c'est mieux. Après un accident, ce sont les conséquences qui posent problème, conséquences sur la santé en particulier. Oui, ben je pense, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, resubstantialiser. Voilà, revenir aux choses mêmes et sortir de l'abstraction rationaliste autant que faire se peut pour caractériser des dangers. Il y a un terme que j'aime beaucoup aussi, c'est celui de menace. Hein. Mais encore une fois, la menace, on peut lui donner différentes figures, hein, selon que on est dans telle ou telle culture, que l'on est croyant ou pas. Enfin, vous voyez, c'est des univers de sens, aucun doit être exclu. C'est toute la difficulté de la démocratie, hein, c'est d'essayer de réunir des doxas, des opinions. Hein. Dans la démocratie, toutes les opinions se valent. Voilà. Alors que dans la science, je développerai ça rapidement, mais le logos, il est validé par sa scientificité, etc. Donc c'est tout le problème de faire se rencontrer la science et la démocratie, qui pourtant, je le dirai tout à l'heure, ont des origines communes, à mon sens. Mais merci beaucoup Frédéric Marchand, je pense qu'on peut vous applaudir pour ce propos liminaire, merci.